Depuis plus de 80 ans, l'Organisation des Nations Unies tente d'œuvrer pour la paix, le développement et la défense des droits humains à travers le monde. Pour cette 80e session de l'Assemblée générale qui se tient du 23 au 29 septembre, plus de 200 présidents, chefs de gouvernement et dirigeants des pays membres se donnent rendez-vous à New York sous le slogan « Mieux ensemble ». Dès l'ouverture de cette session, la question de l'équilibre entre le Nord et le Sud s'impose plus que jamais, notamment dans le contexte récent de la reconnaissance de l'État de Palestine par plusieurs dirigeants occidentaux. Cette institution unique en son genre est aujourd'hui confrontée à des défis géopolitiques majeurs. Quelle place les pays du Sud occupent-ils dans les relations internationales? L'ONU est-elle capable de se réinventer ou doit-elle composer avec un statu quo qui montre ses limites? Voilà les questions qu'on se pose ce soir et pour en parler, nous recevons Manuel Pouchelet, géopoliticien spécialiste des relations internationales qui nous aidera à décrypter ces enjeux cruciaux. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre d'Échiquier International. C'est tout de suite. Bonsoir Manuel Pouchelet, merci de répondre présent à notre invitation. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Alors, sans transition aucune, je vous plonge directement dans le bain. Je le disais à l'instant, depuis le 23 septembre dernier, pas moins de 200 présidents, dirigeants et autres chefs de gouvernement venus des quatre coins du monde sont à New York pour ce que nous pouvons qualifier de la grande messe de la diplomatie internationale, si ce n'est la plus importante. Alors déjà, Manuel Pouchelet, ça fait une semaine que les dirigeants se rencontrent, il y a eu de grandes déclarations. Qu'est-ce que vous retenez de cette première semaine de rencontre à New York? Pour l'instant, c'est une assemblée générale qui, on va dire, est assez tendue quand on regarde bien le contexte géopolitique actuel. On a des dirigeants qui font des déclarations à la tribune de l'ONU. On a également des sujets d'actualité qui mobilisent, on va dire, l'attention de cette communauté internationale où forcément, il y a toujours des pierres d'achoppement, si vous voulez, en ce qui concerne les relations entre les États. Et en même temps, vous l'avez dit, je pense que l'ONU a besoin de se réformer, peut-être au niveau du Conseil de sécurité qui n'est plus vraiment représentatif du monde actuel, où je pense qu'il serait peut-être intéressant d'intégrer de nouveaux membres, notamment des nouvelles puissances, puisque vous avez parlé des pays du Sud qui n'ont pas encore tout à fait leur place, on va dire, au sein de cette organisation et de cette Assemblée générale et surtout de cette organisation des Nations Unies. Maintenant, l'ONU arrive, je pense, à un tournant. Espérons qu'elle arrivera à se réformer, sans quoi elle s'expose, on va dire, au même destin que son prédécesseur, qui était la Société des Nations, qui était elle-même tiraillée par les mêmes enjeux que nous pourrons évoquer ce soir, notamment aujourd'hui, on va dire, on assiste à de nouveaux blocs, ou une redéfinition de ces blocs, et en même temps, vous avez beaucoup d'États qui font et qui agissent sans forcément l'accord de l'ONU parce qu'ils la jugent inertielle. On peut se rappeler notamment de l'intervention à l'ONU, encore en Libye. Et on va tenter de revenir justement sur cette réforme tant attendue et tant espérée par les pays du Sud. Il y a une tradition à l'ONU lors de cette Assemblée générale depuis 80 ans, donc depuis sa création. C'est un pays du Sud qui ouvre les discours. En effet, donc depuis 80 ans, c'est les présidents brésiliens qui sont les premiers à descendre dans l'arène et prendre la parole. Et dès les premiers mots de son allocution, Lula da Silva donne le temps, fustigeant la politique unilatérale de Trump vis-à-vis de son pays, ses ingérences, affirmant par ailleurs l'indépendance de sa justice dans un contexte de condamnation de Jair Bolsonaro. Et ironie du sort, tout de suite après le président brésilien, c'est au tour des présidents américains de s'exprimer. C'est ainsi, c'est la tradition depuis la mise en place de l'ONU. Avant de revenir sur les déclarations respectives de chacun des deux présidents, quel commentaire faites-vous de cet ordre? Quel commentaire faites-vous du fait qu'il y ait un pays du Sud d'abord qui commence et puis la grande puissance américaine? D'ailleurs, c'est aux États-Unis que se trouve le siège des Nations Unies. Alors en fait, vous avez un contexte historique qui fait que le siège des Nations Unies se trouve à New York, puisque je vous rappelle que c'est la création suite à la conférence de San Francisco en 1945. Maintenant, New York est quand même aussi une plaque tournante américaine pour laquelle en fait les Américains avaient, on va dire, formuler une forme de lobbying actif pour que cette organisation soit implantée sur leur sol, puisqu'ils partaient du principe, au moment de la création, que Genève n'était plus tellement en état, si vous voulez, d'accueillir toutes les délégations pour cause de sécurité. Maintenant, vous parlez du Brésil, c'est tout à fait normal, c'est parmi les premiers pays au niveau de l'ordre alphabétique, qui peut également se prononcer, mais c'était en même temps une puissance régionale importante.
Ensuite, vous avez les États-Unis, puisque c'est le pays hôte, et vous avez bien entendu dans différents ordres d'intervention les autres pays qui sont invités à s'exprimer à cette tribune. Et cette année, on remarquera que les expressions sont un petit peu plus, on va dire, dynamiques, mais en même temps, la diplomatie a ses codes, et on a remarqué qu'aujourd'hui, ces codes diplomatiques ont été bousculés. Un proverbe dit que la diplomatie, c'est dire des choses horribles avec le sourire. On a eu quand même quelques déclarations tonitruantes, pour ne pas dire lunaires, de certains dirigeants qui ont surpris cette communauté internationale, qui l'ont peut-être un petit peu brusqué, et qui en même temps délimitent les contours d'un nouveau monde de demain qui s'avère quand même assez incertain et surtout inquiétant. À qui faites-vous référence, Monsieur Pouchelet, parmi ces déclarations que vous qualifiez de tonitruantes? Tonitruante, je pense que vous avez la déclaration du président Trump. Beaucoup de personnes ont eu du mal à le suivre, notamment en ce qui concerne certains points sur lesquels il est revenu, mais également vous avez eu aussi, avec la rage d'un nouvel espoir pour un meilleur avenir, celle du président Macron. Là, vous me direz, je parle uniquement de puissance occidentale. Pour l'instant, d'autres puissances se sont exprimées, puis il y en a même qui se sont exprimées et à qui on a tourné le dos. Je pense notamment à Israël où M. Netanyahou, beaucoup de délégations ont quitté. En même temps, je pense que vous savez, l'ONU a besoin d'être réformée. Elle n'est plus tout à fait représentative de ce nouvel ordre mondial qui, à mon avis, ces derniers temps s'est accéléré, surtout en ce début de 21e siècle. On n'a peut-être pas voulu voir venir ou voulu accepter certaines nouvelles orientations qui aujourd'hui s'imposent à cet ordre mondial et à cette communauté internationale qui aujourd'hui doute. Regardez, on parle beaucoup plus de conflits que de solutions de paix. Mis à part le président américain qui prétend avoir réussi certaines missions de paix, je pense entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et d'autres pays. Mais vous savez, Donald Trump profite également de cette tribune pour faire la publicité de sa politique MAGA. Et en même temps, d'autres dirigeants font de même et suivent l'exemple, puisque devant cette Assemblée nationale des Nations Unies, devant cette Assemblée générale, c'est aussi le moyen d'affirmer et de confirmer sa posture diplomatique sur de nombreux sujets en cours et même à venir. Donc quelque part, c'est un rendez-vous important qu'il ne faut pas manquer, y compris pour des pays qui ne sont pas forcément audibles. On voit à l'écran différents pays d'Afrique, on voit, là vous parliez de pays du Sud, c'est aussi pour eux le moment de s'affirmer et de confirmer aussi certaines postures, voire même certaines alliances, de manière à ce qu'ils puissent être considérés et que leur posture, on va dire, soit mieux écoutée auprès d'une communauté internationale qui, j'ai l'impression, ne s'écoute plus et qui n'est plus du tout habituée au temps long. Très bien, Monsieur Pouchelet, vous m'avez emboîté le pas. Vous avez parlé du discours de Trump et de ce que vous avez retenu. Donc, vous avez retenu le désir du président américain de poursuivre sa politique MAGA. Ce qui me ramène à ma prochaine question. Bon nombre de dirigeants occidentaux qui se sont exprimés à cette tribune, et vous l'avez dit vous-même, cette tribune est très importante pour les dirigeants du monde entier, puisqu'il s'agit de tracer en quelque sorte la feuille de route des États et les positionnements respectifs de ces États quant à la politique internationale et aux relations internationales. Lors de cette Assemblée générale, on a retenu la reconnaissance de l'État de Palestine par bon nombre de dirigeants occidentaux, mais dans le même moment, on confirmait leur soutien à l'entité sioniste et leur désir de maintenir en quelque sorte les relations internationales telles qu'elles sont en place maintenant, même avec cette reconnaissance. Est-ce que finalement on peut dire qu'on a l'impression que ces dirigeants occidentaux sont venus à l'ONU avec l'idée de réaffirmer leur hégémonie sur le monde, mais surtout sur le Sud? En même temps, vous avez une hégémonie qui, on va dire, s'est effritée. Ces derniers temps, les pays occidentaux ont été chassés de certains territoires. Moi, je pense notamment au continent africain, où il y a moins d'occidentaux qui, jusqu'à présent, assuraient une forme de tutelle. Excusez-moi de ce terme, mais c'est tout à fait le cas. Et puis, en même temps, vous avez aussi des pays du Sud qui veulent s'affirmer, et en même temps qui démontrent qu'ils sont capables de s'entendre ensemble pour créer de nouvelles alliances qui sont un sérieux contrepoids aux immixtions occidentales qui de toute façon ne fait que les diviser, et ces dirigeants, si vous voulez, ne sont pas dupes quelque part. Maintenant, aujourd'hui, devant cette incertitude, décider dans l'incertitude est aujourd'hui devenu un exercice difficile. Vous remarquerez que le monde est volatile, les alliances sont réversibles et surtout opportunistes. Je pense notamment à la région qu'est le Moyen-Orient, où ce conflit en Palestine divise,
Mais en même temps, vous avez aussi des Occidentaux qui se contredisent. Ils sont prêts à reconnaître l'État de Palestine et en même temps, ils apportent toujours leur soutien économique et militaire à Israël. Donc, quelque part, il y a une forme de ton, une forme de posture qui est devenue difficile à comprendre, mais qui est, je juge, on va dire, opportuniste, si vous voulez. Les Occidentaux ont besoin de ce point d'appui qu'est Israël dans la région, mais également, il faut savoir que de toute façon, les relations avec Israël, notamment au Moyen-Orient, arbitrent les relations internationales entre les Occidentaux et d'autres pays de la région. Je pense notamment aux pays du Golfe ou même d'autres pays un petit peu plus éloignés, notamment les puissances régionales que sont l'Arabie saoudite et l'Iran. Maintenant, vous êtes dans un monde incertain, avec des dirigeants qui veulent conforter leur posture, des fois avec une certaine forme de violence, faut être honnête. Quand on observe le président Trump, c'est quand même un discours qui nous a paru un petit peu particulier. Mais en même temps, le président Trump, si vous voulez, pour l'instant, il n'a pas les résultats obtenus de sa politique MAGA, que ce soit en politique intérieure, mais là, puisque nous sommes à l'international, les Américains sont quand même en grande difficulté. Ces derniers temps, ils ont été chassés de certains territoires et demain s'annoncent, on va dire, des dossiers tout aussi difficiles pour lesquels ils vont devoir chercher des alliances et solliciter le camp occidental où pour certains pays, ils ne répondent plus présents pour différentes raisons puisque le rythme imposé par Donald Trump est un rythme exigeant qui nécessite de nombreuses dépenses économiques, notamment en matière d'armement, où pour l'instant, ces pays ne sont plus capables de le suivre puisqu'on parle d'un certain pourcentage du budget des États concernés alloués à ces dépenses militaires. Et aujourd'hui, malheureusement, cela met au point mort d'autres sujets tout aussi importants qui sont plus au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, qui sont également des sujets qui sont partagés par les Nations Unies. Très bien. En revanche, on va prendre maintenant l'exemple des pays ou des dirigeants du Sud qui ont été particulièrement virulents là aussi de leur côté. Je pense notamment au président de la Colombie qui a appelé à la création d'une armée pour la libération de la Palestine, ou encore au chef de la diplomatie vénézuélienne qui lui a fait Gilles Pinto, qui lui a fait une déclaration très courageuse, affirmant « Nous ne céderons pas aux menaces de l'impérialisme ». Et il y a eu aussi le chef de la diplomatie du Togo qui reparle des injustices qu'ont subies les Africains et les Afro-descendants. Que pensez-vous des propos des chefs de la diplomatie togolaise ou encore du président colombien? Qu'est-ce qui vous interpelle dans ces prises de parole? Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'ils en ont assez des immixtions occidentales. On parle d'impérialisme avec le Venezuela. Force est de constater que les Américains, il faut savoir que l'Amérique latine a toujours été considérée comme le précaré, on va dire, de l'influence américaine. Et là, ils expriment, on va dire, leur agacement, je n'ose pas dire ras-le-bol, mais avec une certaine forme de fermeté. Pourquoi? Parce que les Américains, aujourd'hui, font des frappes militaires sur des navires vénézuéliens qui, soi-disant, transportent de la drogue. Le tout est de le prouver, bien entendu. Mais en même temps, on sait pertinemment que le président Trump est en froid avec le président Maduro et que, quelque part, il cherche aussi à le renverser. Et c'est pour cela que la voix du ministre des Affaires étrangères vénézuélien s'exprime. Vous avez parlé du Togo. Aujourd'hui, c'est un pays d'Afrique qui a toujours été très stable dans son histoire, surtout depuis son indépendance. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un pays qui est sous la menace djihadiste qui vient des États du Nord. Pourquoi? Parce que l'État est déstabilisé pour des diverses raisons qui sont financières et en même temps, on s'aperçoit que le financement du terrorisme, finalement, tout le monde y participe. Très bien, on continue. On va parler ici d'un autre événement qui s'est déroulé en début septembre dernier. L'organisation des pays de la coopération de Shanghai qui marquait sa 25e édition de son côté. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui le parallèle entre cette rencontre des Nations Unies, cette rencontre officielle, cette rencontre qui dure depuis 80 ans, qui réunit le Grata de la diplomatie mondiale et l'organisation de la coopération de Shanghai qui marque ses 25 ans? Est-ce qu'on peut faire le parallèle de ces deux rencontres, surtout quand on sait que lors de cette rencontre, les pays membres de l'organisation ont déployé, donc des pays du Sud, ont déployé une feuille de route, qu'elle soit économique, qu'elle soit économique ou qu'elle soit en relation avec leur politique étrangère? Oui, il y a un parallèle à faire, puisque de toute façon, ces pays-là ont, en fin de réunion de l'OCS, ils ont quand même donné une feuille de route, ils ont donné des éléments de langage avec une certaine fermeté, mais c'est également aussi
une alliance qui est contraint, qui a certaines contradictions, où ils sont capables de s'entendre sur le plan économique, mais de se diviser aussi sur le plan géopolitique et international sur certains dossiers, sur certaines questions. Il y a quand même au sein de cette organisation de nombreux... Est-ce que vous faites référence à la présence notamment de l'Inde au sein de cette organisation et la présence surtout du Premier ministre indien Modi lors de cette rencontre? Non, le Premier ministre Modi, si vous voulez, c'est vrai que c'est quelqu'un qui suscite l'interrogation de beaucoup de dirigeants, puisque en même temps, il affiche une certaine posture avec la Russie, une autre posture avec d'autres acteurs incontournables. Et je vous rappelle qu'il y a quand même eu un conflit avec le Pakistan il y a encore quelques mois. Donc, mais en même temps, le Premier ministre Modi est aussi animé d'un discours particulièrement agressif au niveau du nationalisme hindou, qui conforte sa politique, où il recherche également, je vous ferai remarquer auprès de l'Occident, certains appuis, notamment auprès de la France pour l'armement et pour d'autres sujets, notamment avec la France. Il y a heureusement des sujets de collaboration en termes de pharmaceutique, d'industrie pharmaceutique et puis d'autres programmes également avec les États-Unis, avec tout ce qui est développement informatique. Mais je vous ferai remarquer qu'ils ont tous un point commun, que ce soit l'Europe, l'Occident ou même cette organisation, c'est les États-Unis qui, en ce moment, M. Trump joue les tonitruants, vous savez, avec cette fameuse histoire de taxes douanières qui met des pays dans de grandes difficultés, sachant que même le président Trump ne s'en rend pas vraiment compte, mais il est également perdant à ce petit jeu-là, parce qu'il faut savoir que dans les pays de l'OCS, il fait également sous-traiter énormément de biens industriels qui alimentent son pays. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression que cette Assemblée générale est une tribune, mais en même temps, une forme de rappel des revendications qui ont été celles de l'OCS, qui n'ont pas été forcément très médiatisées en Occident, mais qui s'avèrent un acteur incontournable. Un petit peu un retour, vous savez, en 1955 à Bandung avec ce non-alignement, sauf qu'aujourd'hui, ces pays tentent de s'aligner avec une stratégie qui, cette fois-ci, est orientée, et est-ce la bonne réponse, contre l'Occident, tout comme l'Occident a aussi cette stratégie orientée contre les pays du Sud, pour lesquels elle les considère comme étant son grenier, notamment avec l'enjeu des ressources naturelles. Je pense que c'est une erreur. Ces deux grandes entités sont condamnées à s'entendre, que ce soit sur le commerce, que ce soit au niveau des échanges internationaux, et également face aux menaces qui sont également communes. Je pense notamment au terrorisme. Très bien. Est-ce qu'on peut faire aussi un autre parallèle avec d'autres organisations, notamment comme les BRICS ou d'autres organisations régionales? Est-ce que le parallèle est aujourd'hui possible? Et finalement, est-ce que les pays des BRICS, les pays de l'OCS sont aujourd'hui veulent être des alternatives ou ne peuvent pas être des alternatives face à l'ONU? Alors, c'est pas forcément face à l'ONU, mais j'allais dire peut-être face à eux-mêmes, parce que quand vous regardez au sein de l'OCS ou au sein des BRICS, il y a quand même des puissances rivales. Je vais être honnête. Vous avez des puissances qui ne supportent plus cette mainmise de la Chine, notamment au niveau des BRICS, qui vont arbitrer les dépenses budgétaires, notamment au niveau des infrastructures, parce que je vous rappelle que le projet des nouvelles routes de la soie est quand même un projet de développement, mais qui s'avère assez unilatéral, qui a été, on va dire, mené de main de maître par le président chinois, M. Xi Jinping, et qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les États qui bénéficient, on va dire, de ces nouveaux itinéraires sont contraints d'avoir des dépenses sur 25 ou 50 ans pour lesquels ils vont moderniser leur infrastructure sans forcément développer le pays, il faut le savoir. Donc, quelque part, on commence à avoir des mouvements de rupture et de revendication contre cette forme de dialogue un petit peu unilatéral. Et vous me direz, on retrouve le même dialogue unilatéral côté occidental. Regardez les difficultés de compréhension entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Donc, quelque part, force est de constater qu'on est aujourd'hui dans un monde qui refuse cette règle qui, malheureusement, est en train de revenir un petit peu sur le devant de la scène, c'est-à-dire soit se soumettre, soit se démettre. Et vous savez qu'en diplomatie, ce rapport de force ne va jamais bien loin et crée malheureusement des conflits, alors que les hommes, au lieu de construire des murs, feraient mieux de construire des ponts. Est-ce que vous estimez que finalement c'est des positionnements vis-à-vis des relations internationales et non pas directement vis-à-vis de l'ONU? Je pense que l'ONU, de toute façon, vous savez, quand on voit les contingents qu'elle déploie à l'étranger,
vous remarquerez c'est jamais les puissants qui participent à ces contingents, hormis certains pays européens. Je pense notamment à la France, à l'Allemagne, à l'Italie. Pour l'avoir vécu moi-même lorsque j'ai eu la chance de participer à quelques missions de l'ONU, et je vous ferai remarquer qu'en aucun cas les Américains ont participé. Forte présence également de la Chine au sein de ces contingents. Maintenant, est-ce que l'ONU... Des pays africains également, il y a une forte présence des pays Oui, africains. je vous le confirme. Moi, j'ai vu beaucoup de pays africains, notamment comme l'Afrique du Sud, également le Ghana, qui est un fournisseur incontestable et qui apporte son expertise. Mais en même temps, vous savez, regardez un petit peu les dernières élections au niveau du secrétaire général des Nations Unies. Ça donne quand même une certaine lecture des événements, si vous voulez, où je pense qu'il est temps peut-être que l'ONU se réforme, comme je vous le disais, à commencer, et ça c'est, je pense, une priorité, selon moi, à réformer le Conseil de sécurité au lieu d'en avoir 5, c'est-à-dire en y intégrant de nouvelles puissances, malgré, je tiens à le souligner, la présence de pays tournants à ce poste, mais au niveau, en ce qui concerne le processus de décision, c'est toujours les mêmes qui agissent et qui des fois sont volontairement bloquants. Et c'est là que ça devient inquiétant, notamment pour ces voies qui sont aujourd'hui incontournables, qui sont aujourd'hui bloquées à cause de ces 5 acteurs incontournables du Conseil de sécurité. Et justement, c'est au cours de ces 2 ou 3 dernières années, le droit de veto des États-Unis a beaucoup fait jaser et a appelé justement, et c'est justement ce droit de veto qui a fait appeler les populations du monde entier à ce qu'il y ait une réforme de l'ONU. Mais honnêtement, Emmanuel Pouchelet, j'aimerais votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'une réforme profonde de l'ONU, dans le contexte géopolitique mondial actuel, dans le cadre de ces rapports de force, de ces abcès sécuritaires, est vraiment possible? Elle est possible que si les États le veulent. J'ai un peu peur que malheureusement l'ONU prenne le chemin de la Société des Nations, c'est-à-dire avec un nouveau conflit mondial on en entend parler au niveau de différents pays. Je pense dans sa forme actuelle, elle risquerait de ne pas survivre. Vous savez, Darwin disait, ce n'est pas le plus fort qui résiste le mieux, mais celui qui est le plus prompt au changement. Je pense que l'ONU arrive, après ces années d'existence que vous m'avez évoquées, à un changement. Il faut que ce soit un changement qui soit, j'ose pas dire, radical, nécessaire et en même temps qu'elle change de posture, c'est-à-dire peut-être d'arrêter de faire sous-traiter certaines missions de maintien de la paix à certains pays ou même à certaines organisations. Et là, je pense notamment à l'OTAN. Quand vous regardez les missions en ex-Yougoslavie de l'OTAN qui ont repris dès 91-92 au moment du conflit yougoslave, c'était l'ONU. On s'est aperçu qu'elle était inefficace et finalement, ils ont fait intervenir l'OTAN à partir de 96. Vous prenez une mission onusienne qui est assez ancienne. Vous prenez la mission qui se trouve avec le Maroc et le Sahara occidental. Vous prenez également la mission ONU entre les 2 Corées. Vous prenez également la mission ONU avec la FINUL au Liban qui est présente depuis 78 et également celle qui est présente à Chypre. Ce sont les plus vieilles missions des Nations Unies. Et finalement, on s'aperçoit que cette interposition n'a toujours rien réglé au conflit. Je pense qu'il est temps de changer de paradigme. Très bien. En marge de cette Assemblée générale, il y a aussi un point qui est important pour les dirigeants du monde, c'est de faire le point sur les objectifs de développement durable ODD fixés pour l'année 2030. Nous sommes en 2025, il ne reste plus que 5 ans pour la réalisation de cette ODD, mais quand on voit les inégalités croissantes, les crises climatiques, la question des réparations historiques, les crises, les conflits, les génocides, finalement, quel commentaire faites-vous sur cette ODD? Est-ce que les populations du monde ont encore raison d'y croire? Alors, on va dire, pour y croire, il faut déjà qu'elles y soient sensibilisées. Et Dieu sait que dans certaines régions du monde, je pense notamment à l'Europe, il y a un forcing qui est fait. On a annoncé la fin des véhicules thermiques pour 2035. Ça, c'est un choix qui, en même temps, alerte énormément de monde puisque les véhicules dits électriques sont quand même relativement chers et que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à franchir le pas dans la mesure où on atteint leur liberté d'action. Ça, c'est un point à souligner. Vous avez également ces ressources naturelles, ces terres rares qui sont nécessaires à la réalisation de ces progrès technologiques et qui, en même temps, font partie d'enjeux importants et de lutte, on va dire, entre les États-Unis, la Chine et d'autres puissances. Maintenant, il faut savoir que les populations sont en attente. Maintenant, elles sont prêtes à participer. Mais en fait, elles participeront que si, on va dire, on a un dialogue
pédagogique sur cette protection des ressources, cette protection de l'environnement, puisqu'elles sont prêtes à adhérer, et non pratiquer, comme certains pays, une écologie punitive qui, de toute façon, obtient les effets inverses. Donc, quelque part, il faut partir du principe qu'aujourd'hui, une bonne partie des conflits en cours, il faut le savoir, je pense notamment à Gaza et à la Cisjordanie, c'est à cause de l'eau qui se trouve dans ces sous-sols que les Israéliens voudraient bien mettre la main dessus, si vous voulez. Donc là, vous en avez un exemple. Maintenant, les populations savent pertinemment, et nous y avons assisté notamment en France, où à l'époque, le ministre de l'écologie, en 2014, M. Hulot, avait indiqué la présence de premiers réfugiés on va dire climatique à partir de 2014. Je précise que cela va se traduire en millions d'habitants, notamment avec ce qui se passe avec la montée des eaux au Bangladesh, ainsi de suite. Voilà. Très bien, Manuel Pouchelet. On arrive à la fin du temps imparti à cette émission. Je rappelle que vous êtes géopoliticien et spécialiste des relations internationales. Merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Monsieur Manuel Pouchelet. Merci à vous et permettez-moi, je vais vite conclure avec un petit proverbe: qui garde son secret est maître de sa route. Ben écoutez, c'est sur ces bonnes paroles sages que nous achevons cette émission. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News.